Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord du train littéraire de ce mois de septembre 2019. À son bord, Yombe, un ouvrier du Mali post-colonial, un livre de Richard Toye qui s'est fait sur la base d'un certain nombre d'entretiens réalisés par son ami de tous les temps, Christiane Rey. Mesdames, Messieurs, ce livre nous parle des entretiens à travers un destin singulier, le combat des Maliens pour prendre en main l'avenir de leur pays en s'appuyant sur les connaissances techniques des ouvriers, l'utilisation de la langue nationale, la confiance dans les savoirs traditionnels. Yombe Richard Toye est né vers 1940 au Soudan, dans l'ancien empire colonial français. Il a environ 16 ans lorsqu'il décide, après avoir changé de religion et de prénom, de continuer sa scolarité dans un centre technique à Bamako, alors que le pouvoir colonial français ne favorisait pas la formation des jeunes Africains. Son séjour de quelques années en France lui permet d'améliorer ses connaissances, aussi bien techniques qu'idéologiques, mais est brusquement interrompu par son expulsion en mai 1968. Il mène ensuite un combat au Mali sans jamais chercher à accéder à des postes de pouvoir, mais en mettant ses compétences au service de l'indépendance technologique et de la construction démocratique du pays. Il sera le premier responsable malien d'une usine d'égrenage de coton. Actuellement, à près de 80 ans, il fait partie de plusieurs associations et s'investit dans la diffusion d'un système de transcription des langues mandingues en Afrique de l'Ouest. Au cours des 36 entretiens avec Christiane Rey, enseignante retraitée, avec qui il est ami depuis plus de 50 ans, il évoque les grandes étapes de son parcours, sa participation à la vie politique et économique du Mali, ses intérêts de toutes sortes. Et une fois de plus, M. Richard Toye, sous vos ovations, mesdames et messieurs. Merci. Monsieur Toye, bonsoir, bienvenue à bord du train littéraire. Merci, merci à vous aussi, bienvenue, moi je suis content d'être là. Je vois les visages jeunes, j'espère que nous aurons à partager ce que nous avons vécu. En tout cas, c'est tout l'objectif recherché. Monsieur Toye, votre vie est en elle-même toute une leçon, sinon même plusieurs leçons qu'on peut vraiment tirer de votre parcours, de votre vie. Pourquoi vous avez choisi alors ce genre littéraire, l'entretien? Pourquoi par exemple ne pas faire un roman tout simplement? Bon, je crois que la réponse est relativement simple. D'abord, ce n'est pas dans nos habitudes, à nous autres Africains, de parler de soi. Ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans nos habitudes. Mais c'est mes enfants qui m'ont contraint, m'ont quelque peu tordu la main, ils m'ont dit, toi, tu ne dis rien de ce que tu as fait, nous on ne sait rien, ton père ne t'a rien dit, ton grand-père non plus. Si vous continuez comme ça, nous on ne saura rien de ce que nous sommes. À vrai dire, ils ont bien raison. D'accord. Et donc... Moi, ce n'était pas dans mes priorités. J'avais une vie à mener, j'avais des combats à mener. Mais j'ai trouvé en la personne de Christiane Rey, une dame qui est l'amie de ma femme depuis plus de 50 ans, qui s'est proposée en disant, écoute, moi je vais venir faire les nègres chez toi, et faire... ah bon, tu peux faire ça? Oui, il a dit oui. Et Christiane Rey est de Lyon, elle connaît ma femme depuis leur jeunesse. Elle a décidé de venir s'installer à Bamako, et vous le verrez dans le livre, dès le début. Tout ça s'est passé dans notre salon, dans notre ambiance habituelle de tous les jours. Et on a produit ces documents en se disant, bon, en tout cas c'est pour nous faire plaisir. Mais au fil du temps, on s'est pris au jeu. Et on a dit, une fois terminé, on va corriger. On a corrigé à Lyon, on a corrigé à Bamako. Et puis on a associé des amis à la lecture, etc. Et puis les gens nous ont dit, mais il faut les proposer, ouais, que si on peut l'éditer. Christiane s'est chargé de cette partie. Harmattan a proposé de l'éditer. Voilà comment c'est venu.
Merci, Monsieur Toye. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que le train littéraire est une initiative de Bintili Communication, l'espace La Gare, la radio Joliba TV, et qui a comme partenaire Canal+, GIZ, et que je vous demande vraiment d'applaudir parce que sans eux, ce sera toujours difficile. Vraiment, merci à vous, chers partenaires et sponsors. Monsieur Toye, nous allons partir en voyage à travers votre livre. Nous allons voir au niveau de l'entretien 1 qui commence comme ça. Quelle est ma date de naissance? Cette question nous amène à aborder les cas de l'état civil des populations qui ont été déplacées du Soudan vers le Mali actuel, à Kolongotomo, dans la région de Ségou. Mes parents étaient installés dans un village dénommé Namassé. Bien après leur établissement en 1949, le commandant blanc, M. Merlin, vient établir l'état civil de tous les villages. On réunit tous les habitants du village sur la place publique, famille par famille, avec quelques élèves qui savent lire et écrire. Je participe à cette campagne d'état civil. L'administration française décide que tout le monde est né sur place et on attribue à chacun, homme, femme ou enfant, une date de naissance en fonction d'appréciations qui n'ont rien de scientifique. Je suis donc estimé né vers 1940. Je suis sans doute né avant, mais cette date m'arrange car elle me permet de rester à l'école. Si on m'avait fait naître plus tôt, j'aurais été trop vieux et j'aurais dû quitter l'école. Je m'arrête là, Monsieur Toye, pour qu'on puisse parler justement de cette méthode à la coloniale. Pourquoi décider comme ça de donner des âges aux uns et aux autres sans éléments tangibles, sans éléments scientifiques d'appréciation? Est-ce à dire que nous-mêmes, nous n'avions pas des méthodes nous permettant d'apprécier l'âge de X ou de Y? Je crois que la science comprend facilement que nous sommes à l'époque coloniale. L'Africain en tant qu'être humain a du mal à exister nous-mêmes. Notre problème, c'est d'exister en tant qu'humain. Et l'administration coloniale n'a que faire de nos méthodes, de nos traditions, etc. Sinon, quand un enfant vient au monde, on sait à quel hivernage on l'a circoncis. On sait très bien de quoi ça relève. Mais telle n'était pas la préoccupation de l'administration coloniale française à l'époque. Je vous le dis, nous sommes en 1949, quand l'administrateur est venu dans le village. Mais dans les années 40, ou même avant, quand nous on venait au monde, la France était en situation de conflit. Chacun de nous s'en souvient, ceux qui n'étaient pas nés, ceux qui sont nés. Mais la France s'est occupée en 1940. On était en pleine Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous n'imaginez pas que ce souci de l'acte de naissance de ces colonies et de ces indigènes. Non, l'essentiel c'était de nous ficher, de nous donner un fichier, un acte de naissance qui intervient dans la gestion des populations que l'Office du Niger a déplacées pour les travaux que vous connaissez, qui sont aujourd'hui un truc extrêmement important pour le Mali. Mais cette façon de faire n'a-t-elle pas posé des problèmes après? Si, moi ça m'a posé des problèmes parce que quand je vous dis que je suis né vert, mais une fois qu'on a grandi, qu'on a été à l'école, qu'on a été en Europe et que les ordinateurs se sont mêlés des affaires, on a eu du mal à se faire, à être identifié. On te demande, tu es né quand, ton père est né quand, etc., etc. Ça nous a posé énormément de problèmes de nous constituer un état civil. C'est ça que la modernisation n'accepte pas les nés verts, vous le savez. Et M. Toye, il vous arrive de vouloir fêter votre anniversaire? Ah oui, absolument. J'ai une grande liberté de fêter mon anniversaire. Mais ce sera à quel mois, quel jour? J'ai choisi les dates qui me conviennent. Avec ma famille, j'ai fait plusieurs fois mon anniversaire. On applaudit M. Toye. Ça ne pose aucun problème. Je ne suis pas du tout prisonnier de cette affaire-là. D'accord, merci.
Entretien 5, nous allons parler de la circoncision et du baptême. Je lis, à environ 14 ans, avant mon départ pour Ségou, je suis circoncis. L'intervention se passe à l'infirmerie de l'Office du Niger. Elle se pratique sans anesthésie et il n'est pas question de crier si on veut réussir ce rite de passage. Une dizaine d'adolescents du village, également circoncis, vivent avec moi en communauté jusqu'à la guérison. Au cours de cette période, on nous initie aux choses de la vie. Monsieur Toué, est-ce que de nos jours, on peut vraiment parler des vrais hommes dans cette condition-là? Bon, moi j'ai dit, chaque société fabrique les hommes dont il a besoin pour se construire. En ces temps-là, nous les Samo, parce que je suis un Samo, il n'est pas imaginable qu'un garçon, d'abord pour savoir ce que chez nous, un garçon quand il vient au monde, au-dessus de son berceau, on suspend l'arc et la flèche. Et il ne boit pas le lait de sa mère avant d'avoir goûté le chapalo du village. Aussi, il n'y a pas de chapalo du tout. On le fait goûter de djikmou, djikoro. On le fait goûter ça avant de téter sa mère. Ça, c'est pour les garçons. Donc, tu es né et tu es en mission pour défendre, pour être un guerrier, pour être un homme. Au moment où tu te sépares de ta jeunesse à la circoncision, je l'ai dit, c'est une épreuve à passer. Il n'est pas question de brocher, parce qu'à l'époque, l'anesthésie n'était pas de mise. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on t'enseigne que tu dois te domestiquer ton corps. C'était des valeurs de l'époque. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était important pour nous de maîtriser ça. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de manger n'importe où, n'importe comment. Tu ne peux pas te permettre de parler, de dire n'importe quoi. Et tu ne peux pas non plus user de ton sexe comme si tu n'étais pas un homme engagé. Parce qu'à partir de ce moment-là, on devient des hommes engagés pour le compte de la société. Samoro. Monsieur Toué, vous avez 80 ans. Vous avez connu le Mali colonial, le Mali de l'indépendance, le Mali de maintenant. Vous avez connu plusieurs générations de Maliens. Pouvez-vous nous dire, réellement selon vous, qui s'est-il passé pour que nous en soyons là où l'homme ne fait plus attention à sa bouche, on raconte de n'importe quoi, où l'homme ne fait plus attention à son ventre en ces temps de corruption partout, où l'homme ne fait plus attention à son sexe en ces temps de déperdition totale? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour qu'on en soit arrivé là? Mais écoute, moi je pense que ma génération a mené son combat de la façon que nous, disons, on a fait ce qu'on pouvait. Mais notre combat, c'était de rétablir la dignité de l'homme noir. Parce que moi, j'ai vu mes parents sous le soleil des Blancs. J'ai vu les Blancs et les Noirs ici à Bamako quand je suis arrivé. Là où nous sommes assis, là, il n'y a que des Blancs qui pouvaient venir ici. Donc, notre combat à nous, c'était de réhabiliter l'homme noir dans son propre pays. Bon, les valeurs que nos parents nous ont inculquées, ça nous a permis de nous construire. Quelle que soit la puissance de tes antidotes, il ne faut pas que l'autre puisse t'introduire dans ta nourriture, dans quelque chose que tu introduis dans ton corps. Une fois que tu fais ça, tu es vaincu. C'est pour ça qu'il faut contrôler ce qu'on mange. Aujourd'hui, ça peut se traduire par plusieurs façons. Les aliments que nous mangeons, vous voyez bien où ça nous amène. Rien que le sucre. Le sucre nous amène tous à des diabétiques, je le suis maintenant. Alors que dans mon village, mes parents ont refusé le sucre que l'homme blanc a amené. Ça, c'est aussi savoir contrôler notre nourriture. Mais maintenant, le sexe est tellement important,
c'est que notre société ne se construit pas sans une organisation, sans une éducation sexuelle. Et cette éducation sexuelle, c'est comme ça qu'on commençait dès le début. Dès le début, dès que tu es un garçon, un petit garçon, dans tes circoncis, on dit, tu ne peux pas balader ton sexe partout. C'était très important pour nous, ça fait partie des valeurs qui nous ont construites et qui nous ont permis de traverser les conditions que vous savez, que vous saurez en lisant les livres. Et d'ailleurs, faire attention à sa ceinture. Vous dites ceci, c'est très intéressant et j'aimerais vraiment le partager avec le public présent. On parle de la période guérison après circoncision. Au sortir de cette période, il nous est permis d'avoir une amie IE, notre sang, dans le village ou dans un village voisin. Cette relation est une relation d'amitié, de confidence, dans laquelle n'entre rien de sexuel. La fille choisit elle-même les garçons avec lesquels elle nouera de telles relations. Mon ami s'appelait Loncho Diallo et nous sommes restés longtemps en relation. On ne se voit pas souvent. Tous les garçons qui ont des amis dans un même village vont les voir ensemble à vélo. Les filles font à manger. Les garçons donnent un peu d'argent. On parle de tout, de sexe aussi, même sans rien connaître. À mon départ pour Ségou, mon ami m'a montré son sexe, ce qui m'a fait très peur, car ma mère me disait que le sexe des femmes a des dents et mort. Monsieur Touré, vous pouvez nous expliquer cela? Disons que nos mamans savaient bien que nous devons nous retenir et nous préserver, et elles nous donnent ce genre de choses. Ça fait partie de l'éducation sexuelle de ces temps-là. Et du coup, on se méfiait du sexe féminin. Moi, quand cette fille m'a montré ça, j'étais paniqué comme jamais je l'ai été. Je pensais que j'allais être mordu violemment. Et donc, je me suis mis à trembler. Bon, ça s'est calmé, il m'a dit que c'était pas, qu'elle n'était pas une vipère, qu'elle n'était pas un serpent, et que ça pouvait s'arranger. Bon, c'était l'époque. On ne peut plus dire ça aux enfants, ils regardent tout à la télé. D'accord. Nous allons parler du baptême, de votre second baptême, parce que nous pouvons dire d'une certaine manière que vous êtes baptisé vous-même, parce que vous êtes à l'origine musulman, parce que vous sortez d'une famille musulmane, mais le 14 avril 1954, vous dites le 14 avril 1954, à ma demande, je suis baptisé après avoir obtenu de mon père l'autorisation de changer de religion. Je trouve en effet que la religion catholique est plus ouverte que la religion musulmane de mes parents. Par exemple, la formation au baptême est assurée par des catéchistes qui répondent à nos questions en langue nationale bambara. Je choisis moi-même mon prénom en regardant le calendrier. La Saint-Richard est le 3 avril. Mais mes parents continuent à m'appeler Yombe. Alors, vous avez choisi Richard. Après Richard, on a Robert par exemple. Pourquoi Richard? Pourquoi pas Robert? Vous seriez appelé aujourd'hui Robert Toye, ce serait plus joli que Richard Toye, moi je pense. Ça, c'est une appréciation, Robert. D'abord, il faut dire pourquoi j'ai changé de religion, je le dis dans mon livre. C'est que je sais, parce que mon père m'a expliqué, lui, par rapport à l'école. Son père à lui, quand les Blancs l'ont pris pour l'amener à l'école, il n'était pas au village. Quand son père est venu, il a appris que son fils a été amené à l'école des Blancs. Bon, moi je n'ai pas connu mon grand-père. Il paraît qu'il avait une capacité de nuisance importante. Alors il a fait dire que si son fils n'est pas relâché, on ne parlera plus d'école dans cette contrée. Donc mon père a été relâché au regard de tout cela. Et il n'a pas bénéficié de l'école française. Le résultat, c'est que ceux qui sont allés à cette école-là, plus tard sont devenus les administrateurs. Et c'est ces mêmes administrateurs qui l'ont fait amener à l'office du Niger pour aller faire les travaux
qui étaient considérés comme des travaux forcés de l'époque. Donc, ça, c'est ce qui m'a amené à choisir d'aller à l'école des curés. Mais avant, j'étais à l'école coranique avec son ami qui venait tous les ans pour prendre les enfants et les éduquer. Il n'aimait pas que je pose des questions et il me frappait. Moi, je déteste ça. Je déteste être frappé. Bon, j'ai été voir mon père, j'ai dit, il s'appelait Oumar. J'ai dit, ton Oumar là, il me frappe, moi je n'aime pas ça. Bon, mon père n'a rien dit. Ça a continué, ça a continué. J'ai décidé non seulement de quitter cette école de base musulmane là, je suis allé voir le prêtre. Il faut bien se dire que c'était en 1946. Je suis moi-même allé voir le prêtre, qui n'était pas très loin de notre village. On ne savait pas communiquer parce que moi j'étais venu pour dire que je veux aller à l'école. Il paraît qu'il a demandé mon nom. Moi j'ai dit je m'appelle Bassankoura. Bassankoura c'est le nom de mon village. Donc j'ai dû être retenu sous le nom de Bassankoura pendant un moment. Mais j'ai été à l'école de mon propre gré et j'ai expliqué à mon père que là-bas, eux ils expliquent leur religion et je veux devenir catholique. Il dit comment ça? J'ai dit oui. Et je vais aller apprendre la langue des Blancs, en même temps je vais devenir catholique. Et c'est pour ça que je me suis fait baptiser le 14 avril 1954. Et j'ai choisi le nom Richard, parce que Richard, ça voulait dire être riche. Ça, au moins, je savais. On applaudit. Mais je ne suis pas sûr que ça a marché, parce que je ne suis jamais devenu riche. Je suis aussi pauvre que je crois. Mais ça, c'est le jeu. À l'époque, l'enjeu, c'était d'aller à l'autre école. L'enjeu, c'était d'aller apprendre l'autre langue. Que mon père, lui, n'a pas pu l'apprendre à cause de son père qui a fait le mauvais choix pour l'époque. Mon nom de baptême musulman, c'est Adaman. Adaman n'est pas plus africain que Richard. Yombe, le nom Yombe là, ça je ne l'ai pas perdu. Hein. Le nom Richard, c'est pour me permettre de circuler dans le monde. Ça aussi, à cet âge-là, moi j'ai compris ça. Et ça, je n'ai aucun complexe avec ça. Par contre, le nom Toé là, personne ne peut me faire changer ça. C'est ça qui est fondamental. Toé, si j'enlève ça, je cesse de vivre. Parce que c'est ça qui me fonde. C'est ce que mes ancêtres connaissent. Et j'en parlerai plus tard dans le livre. Yombe, ça c'est ce qu'on m'a soufflé dans l'oreille. Toé, c'est l'essence de mes ancêtres. Pouvez-vous nous expliquer, pouvez-vous nous parler de toute la signification de ce nom Toé? Mais là, tu m'envoies loin dans cette affaire. Je l'ai trouvé dans l'héritage paternel. Moi, ce que mes parents m'ont dit à l'époque, ils disent que nous venons de très très loin et qu'on habitait dans un pays lointain et que ce pays lointain a connu des longues années de sécheresse et que un jour, lors d'une assemblée du village du royaume, un corbeau a laissé tomber un morceau d'épi de mil. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, donc l'année a complètement changé, nous ne pouvons plus rien attendre du ciel. Et le roi a décidé de donner la liberté à chacun d'aller où il peut aller survivre. Je suppose qu'on peut dire aujourd'hui c'est la migration due aux aléas climatiques. Nos parents ont dû quitter cette partie du territoire africain pour venir dans les zones où ils peuvent mieux survivre. C'est comme ça que notre famille, notre lignée s'est retrouvée dans cette région qu'on appelait à l'époque le Haut-Soudan, qui s'appelle le Burkina aujourd'hui. Et ils ont gardé leur nom Toé. Toé, chez nous, ça veut dire ceux qui sont les propriétaires du sol, de la terre. Et ils ont là-bas pour fonction de gérer la terre, entre la terre et les hommes. Et nous sommes maîtres de la terre. Quelqu'un qui décède
on ne peut pas l'enterrer sans que nous nous donnons notre accord. Et c'est nous qui décidons qui doit être enterré, qui ne peut pas être enterré. La terre accepte qui et n'accepte pas qui. Le Toy, là où nous sommes aujourd'hui, c'est ça notre fonction. Mais là où on a quitté, je ne peux pas savoir plus. Mais sauf les légendes qu'on nous racontait, l'histoire du serpent mythique, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai pu imaginer que ça pouvait être le Ouagadougou de l'époque, mais c'est tellement lointain. D'accord. Dans l'entretien 11, au niveau de la page 45, je vais vous lire. Militant syndicaliste dans le mouvement ouvrier français, je mets de côté mon appartenance au mouvement étudiant africain. Mes rapports avec les intellectuels français et africains ont participé à ma construction. Ils m'ont instruit politiquement, idéologiquement, culturellement. Et actuellement, lorsque j'ai dit que je suis mécanicien, personne ne veut me croire. Je ne vois aucune raison de faire confiance aux intellectuels maliens et révolutionnaires seulement quand ils sont pauvres. En termes de conscience de classe et de politique, je me distingue d'eux. Pourquoi vous trouvez qu'ils ne sont révolutionnaires que lorsqu'ils sont pauvres? Moi, je suis un ouvrier en France. Nous sommes en 1961. J'ai compris que ouvrier, c'est bien, mais il faut aussi se cultiver. Et vous verrez dans l'ouvrage, j'ai dû aller à l'université de mon propre chef pour aller apprendre le droit du travail et de la sécurité sociale pour m'intégrer dans la société française et faire valoir mes droits. Et j'ai aussi connu les syndicats français. J'ai milité à la CFDT avec des grands syndicalistes de l'époque et j'ai rencontré beaucoup de jeunes étudiants. Et de ce fait, j'ai milité dans la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France à travers l'ASMEF. Pour ceux qui ont vécu à l'époque en France, l'ASMEF, c'était notre association des Maliens en France. Ali Noundialo, certainement que j'en parle dans l'ouvrage, était notre président à Paris. Donc ma vie d'ouvrier dans l'usine, ma vie que je partage avec les étudiants dans l'université et ma vie que je partage avec les syndicalistes français ont fait de moi ce que je suis. Et ça m'a enrichi, ça m'a formé, mais je me distingue des étudiants parce que les étudiants n'ont pas le même avenir que moi. Moi, je reste un ouvrier, c'est pour ça que j'ai mis dans ce livre Richard Yombe, un ouvrier du Mali post-colonial. Je revendique mon statut d'ouvrier. Je veux rester un ouvrier. Et ça, c'est important pour moi. Je ne veux pas dire que tous les étudiants sont réactionnaires ou quoi, non. Mais j'ai dit quand ils sont pauvres, ils sont révolutionnaires, c'est vrai. Ça ne date pas de moi. Je veux dire que tous les révolutionnaires plus grands que moi ont fait la même appréciation. Et donc, finalement, devrons-nous croire à la révolution en Afrique? Est-ce possible finalement si, alors il se trouve qu'on est révolutionnaire que lorsqu'on est pauvre? C'est un constat. C'est un constat, vous pouvez le voir vous-même. Les gens, quand ils sont suffisamment à l'aise, ils ne parlent plus de révolution. Est-ce que c'est faux? Je pose la question, est-ce que c'est faux? Selon mon constat, c'est pas faux. C'est pas faux, mais seulement, M. Toye, je me dis que vous-même qui affirmez que vous distinguez d'eux, alors dès lors que vous êtes différent de beaucoup, pourquoi ne pas penser que il y en a encore beaucoup comme vous? Et est-ce que quelque part, par rapport à ma question, M. Toye, est-ce que quelque part, vous n'aviez pas le défi de vous retrouver, vous qui êtes différents, pour nous aider à nous développer? Parce que j'ai l'impression que les vrais révolutionnaires sont cachés. Si vous lisez l'ouvrage jusqu'au bout, vous verrez que mon engagement en tant qu'ouvrier, je ne peux pas me qualifier de révolutionnaire, mais en tant qu'un ouvrier conscient. Parce que c'est de là qu'il s'agit. La conscience ouvrière est une question de fond, une question d'idéologie. Et quand on a une conscience ouvrière, on ne peut pas être
on ne peut pas prendre les choses à la désinvolte. On ne peut pas prendre les choses à la légère. On ne peut pas prendre la question de la nation à la légère. On ne peut pas oublier qu'on est issu d'une famille pauvre. On ne peut pas oublier ça. Mais il y en a qui l'oublient volontiers. Dès qu'ils sont à l'aise, dès qu'ils ont les moyens, dès qu'ils peuvent disposer des ressources qu'ils n'ont pas produites. C'est ça la conscience d'ouvrier. Je veux dire que il y a des intellectuels de très haute qualité morale. J'en ai vécu. Je ne peux pas citer des hommes, mais aujourd'hui j'ai du respect pour beaucoup d'entre eux. Parce qu'intellectuel aussi, ça a un rôle dans la société. Et ça a un rôle éminemment révolutionnaire. Mais malheureusement, la plupart d'entre eux, dès qu'ils sortent des conditions de la nécessité, eh bien, ils prennent des libertés par rapport au reste de la classe. J'avais dit les restes de la masse populaire. Ça, on l'a vécu, chacun le constate ici. Mais en 1968, on vous expulse de la France. Pour avoir fait quoi au juste? Ça, c'est absolument intéressant. Je ne sais pas si il y a dans cette salle la génération qui ont fait mai 68. Mais ça a été beaucoup quand même expliqué. Mai 68, c'est un grand mouvement social en France qui n'a pas eu son pareil. Je ne peux pas vous donner les chiffres, mais quand la grève générale a été déclenchée, eh bien, les ouvriers français de tous bords, tout le monde s'est mis en grève. C'était une grève générale totale. Le général de Gaulle était encore au pouvoir. Cette révolution sociale en France qu'on appelait mai 68 a embarqué tout le monde. Nous étions du côté des mouvements étudiants africains, nous étions de la FEAP, nous étions de la SMF, et nous avons soutenu le mouvement des jeunes français. Mais nous les avons soutenus idéologiquement, et on a raison de le faire. Mais la FEAP elle-même et la SMF, on était ciblés par les autorités françaises. Notre activité et nos conférences ne leur plaisaient pas parce qu'on ne disait pas ce qui leur plaisait. Surtout nous, les Maliens, conscients de notre nouvelle indépendance, nous sommes en 1960, 61, en 68, Malien qui n'est pas révolutionnaire, tu n'es pas malien. Oui ou non? Ici, quand je suis venu, j'ai trouvé encore les gens en train de chanter la révolution. Bien que l'ASMF n'était pas d'accord avec la ligne de Modibo, puisque Ali Diallo est venu leur dire ici que nous, on n'était pas d'accord avec eux. Mais quand même, nous étions fondamentalement nationalistes, fondamentalement patriotes. Et ça, les Français ne voulaient pas voir ça. Les Français nous ont proposé la nationalité française, on a refusé. Alors les Français se sont débarrassés des leaders. À l'époque, moi j'étais responsable de la section malienne à Lyon. L'impact que j'avais, je suppose, les dérangeait. Probablement aussi qu'il faut dire, dans le livre, vous allez voir, j'ai fait un voyage d'études en Chine, sous l'égide de la SMF et puis de la FEANF. Ce voyage en Chine à l'époque était considéré par les autorités françaises comme quelque chose d'absolument abominable. Ils nous ont fait suivre depuis le départ à Paris jusqu'à Shanghai. Et c'est à Shanghai peut-être que les Chinois ont pris les ont déconnectés. Sinon, ils allaient nous suivre partout en Chine. Mais dès qu'on est retourné en France, ils nous ont pistés. Et moi, on rendait visite régulièrement, soit dans mon domicile, soit dans ma voiture. Et toute la littérature que je trimbalais à l'époque, c'était la littérature révolutionnaire. C'était les écrits de Mao Zedong, c'était les écrits de Lénine, c'était les écrits de Staline. Parce que ça faisait partie de ma formation. Et voilà pourquoi les Français ont décidé de m'expulser pour le motif que je dérange l'ordre public en France. D'accord. Yombe, un ouvrier du Mali post-colonial de Richard Toye sur la base de 36 entretiens réalisés par Christian Nerey. Vous trouvez ces livres-là sur le marché à 10 000 francs. Alors si
vous avez besoin de savoir exactement où aller pour l'avoir, vous pouvez venir à l'espace La Gare à chaque fois que vous voulez. Vous trouverez des exemplaires en vente et c'est à 10 000 francs. Monsieur Toué, nous allons maintenant parler alors de la partie qui m'a le plus marqué, vu que les entretiens parlent de votre vie quand même qui est atypique. Il n'est vraiment pas donné à tout le monde de vivre ce que vous avez vécu. Par exemple, au niveau de la religion, vous dites, je ne conçois pas un paradis dans l'au-delà, mais je ne suis pas athée. Je suis en accord avec le poète Birago Diop qui dit que les morts ne sont pas morts. Et le titre de ce poème-là, c'est Les souffles. Et vous citez toute une strophe. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts, écoute dans le vent, les buissons en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Alors, Monsieur Toué, issu d'une famille musulmane, qui devient par la suite chrétien lui-même, et au jour d'aujourd'hui conçoit Dieu, parce qu'il n'est pas athée, mais ne conçoit pas un paradis à l'au-delà. Pouvons-nous savoir à quelle religion appartenez-vous aujourd'hui? Il n'y a pas d'homme sans religion sur cette planète. Il n'y en a pas. Vous pouvez faire l'observation, tous les peuples du monde se sont donnés et ont leur religion. L'Afrique ne peut pas être en reste. Nous sommes les premiers enfants de la planète. Est-ce que tout le monde comprend ça? Un Indien développé. Nous sommes les premiers fils de cette planète-là. Pendant des millénaires, la planète n'était habitée que par les Noirs. Les Blancs n'existaient pas. Si Dieu y a eu, c'est à nous qu'il a parlé. Si Dieu y a eu, c'est nous qui sommes les premiers à le connaître. Si paradis y a, c'est ici, chez nous. Alors, c'est mon parcours tumultueux que vous pouvez trouver dans le livre. C'est mon parcours qui m'a amené à me dire, mais on nous a vendu des dieux qui ne sont pas les nôtres. Je n'attaque personne, puisque je suis passé par les différentes étapes. J'ai vu les bouddhistes aussi. Attention, hein, l'Afrique est à l'origine de l'humanité. Moi, une fois que je tiens cette vérité, je ne me laisse pas distraire. C'est pourquoi je ne conçois pas le paradis hors de la planète Terre. Et si chacun de nous lit bien son Coran ou sa Bible, le paradis, il est sur terre. Le paradis est sur terre. Quand vous montez dans votre avion, vous êtes à 12 000 mètres. 12 000 il fait moins 68 degrés. Mais je ne crois pas qu'il y a une case là-bas où on est bien. C'est pas possible. Et les astronautes et l'exploration spatiale nous disent aujourd'hui, une planète comme celle-là, ils n'ont pas encore trouvé. Or, chacun le sait, la science le dit, notre planète est suspendue. Il n'y a pas un ciel ici, en bas il y a le ciel est partout. Donc nos ancêtres, à mon avis, c'est une adresse plus fiable, plus sûre. C'est pour ça que je suis retourné au village et on m'a expliqué, dans une langue que je connais, qui je suis, à qui je dois parler. Si je retourne un jour, ce sera vers mes ancêtres. Eux, ils me connaissent. Et parlant de la langue, Monsieur Toué, vous participez beaucoup aux activités de promotion de nos langues. Mais ne pensez-vous pas que ces langues sont condamnées à disparaître? C'est votre question? Oui. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit?
Il dit que nos langues sont... Je demande, je n'affirme pas. Bon, disons, c'est une interrogation. Mais non, nous sommes les plus anciens sur cette terre. Si on n'a pas disparu jusqu'à maintenant, c'est qu'on a des ressources pour résister. Les gens ont tenté de nous supprimer depuis longtemps. Les langues que nous parlons aujourd'hui, la langue mandé, le bambara, est plus vieux que le français. Il est plus vieux que le français. Le français à quel âge? Quand les Romains ont colonisé la Gaule, à moins, je crois que c'est 50, non, moins 50 après Jésus-Christ, ils ont colonisé la Gaule. Après, les Francs l'ont colonisé. Tout mis ensemble, ça fait 800 années de colonisation. La langue française n'était pas une langue. Ça a été confectionné dans l'armée pour que les gens puissent se battre ensemble. Elle n'était pas considérée comme une langue scientifique. À Paris, il y a les quartiers latins. C'est en France, on parlait le latin, considéré comme langue scientifique. Dans toutes les églises en France ancienne, vous verrez les écritures qui sont dans les églises, c'est en latin. Le français que nous parlons n'était pas considéré comme une langue de travail, ni d'écriture, ni de science. Mais avant ça, nous ici en Afrique, on parlait science, on parlait astronomie, on parlait de tout. Si on nous a détourné de notre savoir et de notre histoire, je veux bien le concéder, mais ce n'est qu'un moment de l'histoire. L'Afrique va se réhabiliter, l'Afrique va reprendre possession de son histoire et nous allons écrire nos langues et les faire travailler. Aujourd'hui, j'ai la conviction personnelle que le savoir scientifique ne peut être domestiqué que dans nos langues. Sinon, ce n'est pas demain que les 90% d'Africains vont parler l'anglais, le français, le russe, le machin pour changer l'Afrique. Ça, je crois que c'est compréhensible. C'est les Africains, une fois qu'on aura abattu la barrière linguistique, nous allons accéder à la science à la même vitesse que les autres et même plus vite. Et c'est déjà en route. Merci, Monsieur Toye. Alors, nous venons de terminer cette première partie. La seconde, c'est à vous de l'animer. Alors, vous avez la possibilité maintenant de prendre la parole, de poser vos questions à l'auteur, de faire des suggestions, des contributions. Alors, à qui la parole? Point littéraire. Ma question s'accentue sur un point majeur, la circoncision. Mais en écoutant notre père, j'ai compris que ce n'est pas cela seulement, en ce sens que c'était une école à part entière. Parce que déjà là, on montrait à l'enfant les valeurs basiques de la société, les valeurs sans lesquelles la société pour l'enfant, la vie de l'enfant ne serait pas une réussite. Est-ce que la faille de l'éducation n'est pas due au fait que la circoncision n'est pas aussi pratiquée comme elle était pratiquée? Il faut revenir sur ces choses pour que nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui doivent être transmises à l'enfant dès le bas âge, soient transmises à l'enfant afin que l'éducation à laquelle nous aspirons soit une réalité. Et je profite de là aussi pour dire que, est-ce que, en quelque sorte, nos ancêtres, pour ne pas dire nos parents n'ont pas échoué en quelque sorte? On constate aujourd'hui que les parents n'ont même pas trop de temps pour encadrer, pour échanger avec les enfants. Les enfants sont éduqués aujourd'hui par la télévision, par le média de façon générale. Est-ce que comme cela, on peut, l'enfant qu'on veut voir, est-ce que cet enfant sera à notre image vraiment si l'enfant est éduqué par le média comme on le voit aujourd'hui? La circoncision, c'était pas seulement l'acte chirurgical, c'était un rite d'initiation. Et ça ne doit pas se faire à n'importe quel âge. Aujourd'hui, on a banalisé ça. Nous tenons cela de nos ancêtres les plus lointains, du temps de l'Égypte antique. La circoncision et l'excision sont deux choses qui vont ensemble. Et ça appartient à une religion très, très, très ancienne
antérieure à toutes les religions dites révélées. Et le mariage ne peut se concevoir qu'entre deux êtres qui ont cédé une partie de leur sexualité pour être un. C'est-à-dire l'homme cède la partie femelle qui est sur son sexe et la femme cède la partie mâle qui est sur son sexe. Et les deux font 1 plus 1 devient 1 et créent l'être humain à l'image de Dieu unique. Mais cette religion a disparu depuis des millénaires. Nous pouvons le changer, dire que la religion de nos ancêtres très lointains n'est plus la nôtre, mais le rite qui consiste à dire on appartient à telle société, on est comme ça, et on doit savoir qu'à partir d'un moment donné, tu deviens un homme, tu es responsable. Tu deviens une femme, tu es responsable de la procréation. Tu dois gérer ton corps et tu dois en avoir la maîtrise totale. Vous vous rendez compte? On fait des procès aujourd'hui aux femmes et aux hommes parce qu'ils ont eu des relations hors mariage. Mais est-ce que le mariage a été organisé pour qu'ils s'y retrouvent? Donc, je maintiens que l'Afrique noire doit revendiquer son héritage. Mais l'Afrique noire doit la changer pour la faire évoluer et en faire notre produit. Et il ne faut pas que ce soit les gens... je vais vous citer un exemple. Les tatouages, là, nous les tenons de nos ancêtres, les Soninké. Ceux qui sont les premiers à avoir utilisé ça pour l'identification. Et quand ils ont compris que ça posait problème, ils ont arrêté. Ils ont remplacé ça par le nom de famille, Djamou. Mais on met quelque chose à la place. On ne laisse pas les places vides. C'est parce qu'on a laissé ces places vides qui sont occupées par d'autres choses que nous ne maîtrisons pas. Vous avez parlé d'une institution qui consistait aussitôt après la circoncision que le jeune garçon doit tisser une relation avec la jeune fille. Et cette institution fonctionnait sur le principe selon lequel la jeune fille doit rester intacte. Autrement dit, tout rapport sexuel est prohibé. Maintenant, ma question est, est-ce qu'en ces temps-là, il n'arrivait pas que cette institution soit violée? Et si c'était le cas, quelle était la sanction qui était imposée aux déviants? Si tu transcendes ça, tu quittes le village pour de bon. On ne te revoit plus, on n'entend plus parler de toi. Et c'est arrivé que les gens ont transcendé ça, ils ont disparu. Et la vie aussi peut disparaître. Attention, hein, on était géré à l'époque. C'est sacré. Tu es gardien de cette fille jusqu'à ce que elle aille chez son mari, qui va établir le fait qu'elle est restée jeune fille grâce à toi. Et ça, c'était ton honneur sauvé, ta dignité est rétablie, et tu es un homme à ce moment-là. On peut te faire confiance maintenant pour te donner une femme à toi aussi. Sinon, et tout ça, c'était dans les règles de la société que nos parents maîtrisaient. Aujourd'hui, qui maîtrise ça? On parle de la liberté sexuelle. Moi, je veux bien. Mais si la liberté nous conduit à la catastrophe, vous choisissez. Avec le tonton, on aimerait continuer jusqu'à X heures. Et c'est ça aussi l'intéressant à bord du train littéraire, c'est que après même cette phase-là aussi, le voyage continue. Parce que je vais lui donner les derniers mots. Moi, je dis que mon combat, c'est d'abord un combat, comme vous le saurez dans le livre, c'est un combat humain. Un combat d'un garçon qui a appris à vivre, mais qui a appris à vivre dans une grande ouverture d'esprit de réalité quotidienne. Donc je souhaite pour la jeunesse que ce que j'ai, grâce à Christian, que j'ai mis sur le papier, demeure et qu'on le partage toujours. Moi, c'est ma petite expérience. Je dis toujours que chaque vie est une école. La vôtre aussi. Ne la laissez pas s'écouler. Écrivez-la. Et ça va demeurer.
Et on n'est plus une civilisation comme on appelle de l'oralité. On est désormais une civilisation de culture écrite. On peut le faire. Ici, je dois remercier et rendre hommage à Karamo Bamba, que tout le monde connaît, qui est lui qui nous a fait découvrir l'écriture Nko ici au Mali, et Karamo Karambe. C'est les deux personnes qui m'ont initié. Aujourd'hui, l'écriture Nko est devenue très populaire et on a des jeunes qui ont créé des écoles de première année jusqu'en 5e année. Et quand vous voyez ces jeunes, ça fait plaisir de voir que la langue est un outil de travail. La langue, c'est un outil de progrès. Merci. Merci. Donc, au revoir et merci à vous, mesdames, messieurs.